Welcome back au F1 Pod, le plus grand podcast québécois de Formule 1. And that's a fact. That's a fact. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le race review de Grand Prix de Monza. Où ce qu'on a parlé, en fait, de, premièrement, la mort sous safety car. Ensuite, Nick DeVries et l'humiliation à la Verstappen. Exactement. Fait que prenez-vous un drink. Nous, on a nos mojitos à la main. Puis, enjoy. Imagine la fille qui avait... La fille? Ouais, excusez-moi. On est en 2022. La fille et ou la personne non genrée ou l'homme, peut-être, on sait pas. Merci. Mais imagine la job. Parce qu'en plus, eux, ils pouvaient écouter les conversations qui se splittaient entre les deux. Là. C'est pas ils écoutaient. Non, je sais. Mais imagine la quantité d'informations puis genre de potins que tu détiens sur tout le monde de ton village, genre, ou entre les villes. Imagine s'il y a en F1 pour faire les communications entre genre le driver puis le personne à l'écurie, genre l'ingénieur ou comme entre le race director puis genre les teams. C'était une personne qui pluguait les trucs dans les trous. Fait qu'il entend absolument tout, puis il entend les stratégies, genre entre les stratégistes d'une team, à quel point cette personne-là vaudrait cher pour les équipes. Là. Ah, ce serait fou, là, ce serait corruption après corruption. Genre, ils vendraient pas leur corps, ils vendraient leur cerveau. Là. Ah, exactement. Tu lui donnes une petite enveloppe brune, là, puis clairement, tu gagnes ton championnat. Là. Je pense que ça va être un suitcase. Là. Ah, un suitcase c'est des enchères. Moi, je suis pas sûr de cette job-là. Ça me dérange pas. Je vais écouter 24 heures sur 24. Pas besoin de dormir. C'est quoi ça? Le gars, il fait juste plugger des fils, puis il y a une petite grosse baraque dans tous les pays possibles où il y a un Grand Prix, tu sais. J'aime ça. Ça va, ouais. Ah ouais, ça serait insane. Ah, ça, c'est tentant. Là. Bon, post-Monza. Post-Monza. Comment t'as trouvé? Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est comme un fromage qu'on vient de nommer. Peut-être parce que ça ressemble à mozzarella. Attends, mais... je vais aller chercher Craquelin. Oh, miam! Dis pas les raisins, s'il te plaît. Ah, non. Il s'est passé tellement de choses, là. Ça a été incroyable comme Grand Prix, mais en même temps, ça a été extrêmement ennuyant. Je sais pas ce que t'en as pensé. Là. C'était plate, mais c'était beau en même temps. Ouais. Veux-tu que je te montre pourquoi? Vas-y. Nick DeVries a fait ses premiers points. Ouais, ça c'était insane. Je l'adore, ce pilote. Il est incroyable. Il est vraiment bon, de 1. Il a gagné en Formule 2 en 2019. Après ça, il a gagné en Formule 1 en 2020. Ouais. Puis là, pour la saison... je sais pas si mes dates sont bonnes. En tout cas, il a gagné ça. Il me semble que c'est l'année passée qu'il a gagné en Formule 1, mais... Ouais, 2021. 2020 en Formule 2. Parce que 2019, c'était pas... je sais pas c'était qui. En 2020, c'était Schumacher qui a gagné en Formule 2. Ouais. Fait qu'en 2019, c'est... Mais je sais pas si les courses de Formule 1 sont décalées. Je pense que c'était la saison 2021-2022. Que ça, c'est Stoffel Van Doorn qui a gagné. Je sais pas si je le dis bien son nom. On a compris. Monsieur Van Doorn. Ça n'a pas rigueur. Je vais t'insulter dans mon sommeil sinon, mais ça va aller. C'est correct, je peux vivre avec ça. Fait que c'est ça. 2021-2022, la personne que je viens de mentionner, c'est elle qui a gagné. Avant ça, Nick DeVries a gagné le Formule 2, le Championship. Premièrement, ce que je veux aborder, c'est que il s'est mieux qualifié que Latifi. Ouais, ça c'est pas dur à battre, là. Latifi c'est une plaie, là. C'est pas dur à battre, mais Nick DeVries savait même pas comment que le Delta il marchait sous safety car. Fait que t'es en train de dire qu'un gars qui comprend pas, il comprenait. Il comprend le principe, mais il savait pas exactement comment ça marchait. Puis il posait des questions avec l'équipe pendant que ça arrivait. Que lui, il connaît pas ça, donc il connaît en fait pas vraiment le reste du véhicule non plus. Clairement pas, mais lui il a fait des test drives pour Mercedes, right? Ouais, mais c'est complètement différent. Non, je sais. Il était clairement pas en tant que Williams puis Mercedes, il y a une petite coche de différence là, en termes de technologie, de un peu tout. Là. Ben, pas de technologie, mais comme de setup, là, peut-être. Là. Mais dans tous les cas, en deux écuries, les véhicules sont extrêmement différents à conduire. Puis en FP1, il me semble, il a conduit avec Aston Martin. Oui. Après ça, je crois que c'est en FP2 ou en FP3 qu'il a rentré pour Williams. Puis ça fait de lui le seul chauffeur à avoir conduit pour deux écuries dans un même Grand Prix. Ah ouais? Ouais, dans je savais pas ça. C'est incroyable. Ouais, puis là, ça, c'est une cool stat. Il se fait lancer dans la Williams, fait quelques tours, fait une pratique 3 au moins, il me semble. Après ça, se lance des qualifications et se qualifie mieux que Latifi, mais il s'est quand même vraiment mieux qualifié que Latifi, il me semble. Ben oui, Latifi, il va te sortir en Q1, classique. Évidemment, comme d'habitude. Et après ça, il s'est rendu en Q2. Ben, De Vries, il s'est rendu en Q2. Mais il n'est pas passé, je pense. Même il me semble qu'il était 11e.
Il était vraiment en flush. Il était vraiment flush, puis il a pas pu faire son dernier tour parce qu'il a pas pu faire, c'est de sa faute. Il a lock-up au premier virage. S'il avait pas lock-up, j'aurais vraiment aimé ça voir comment il aurait pu faire, parce qu'à peu près tout le monde est en train d'améliorer leur temps, parce que, tu sais, la piste a évolué puis tout. Fait que je suis sûr qu'il aurait pu possiblement passer en Q3 à sa première course en F1. Ah, clairement. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. Mais anyway, avec les pénalités moteurs, il a finalement parti genre 8e, je pense, ou 7e. 8e, ouais. Comme ça, 8e, ouais. Parti 8e, fini 9e à sa première course, c'est incroyable. C'est parfait. Il a fait plus de points que Latifi en une seule course. Exactement, Latifi, c'est ça. 14, on est à quoi? On est à 15? 15 courses cette année? 15, 16? Je pense qu'on vient de faire 15. Il vient de faire 15. En 15 courses, Latifi n'a pas de points. Nick De Vries, il fait une course, puis ça y est, il dépasse dans le classement des pilotes. C'est complètement fou. C'est insane. C'est là qu'on voit que Latifi, en fait, pense plus vraiment qu'il a sa place. Il vient de tomber 21e pilote au classement. Dans un classement de 20 personnes. C'est un peu inquiétant. Mais non, définitivement, il n'a plus sa place. Là. Puis Nick De Vries, il vient de devenir vraiment intéressant pour les écuries qui n'ont pas déjà leurs 2 pilotes pour l'année prochaine. Là. Je veux qu'on en reparle tantôt, justement. Ah, ok. Bon, génial. Avant, il a super bien géré en qualification. Ouais. Mais c'est pas en qualification que tu fais des dépassements, c'est pas en qualification que tu défends contre les autres pilotes. C'est vrai. C'est pas en qualification que tu as des accidents. Surtout pas. Ça arrive, tu peux en avoir, là, mais c'est pas avec rare. d'autres pilotes habituellement. Ouais. Ce que j'ai regardé, parce que je l'ai beaucoup observé pendant la course, parce qu'il est assez intéressant à regarder. Ben oui. Il se défend bien, il attaque bien, puis il a une bonne vision de ce qui se passe autour de lui. Il joue safe, il course intelligemment, il prend son temps tout en poussant aux limites du véhicule. Ouais. Honnêtement, j'ai été impressionné, c'était fou. Là. Il mérite son driver of the day. Ça, c'est sûr, définitivement. sûr. J'ai pas voté, mais j'aurais dû voter pour lui. Honnêtement, j'aurais dû voter pour lui. Si j'avais voté, j'aurais voté pour lui. Ouais. Mais non, je me souviens, tu sais, il a suivi pendant longtemps. Il était pris comme dans un DRS train à un moment donné, là, dans le milieu fin de course à peu près. Là. Ouais. Puis, tu sais, honnêtement, il suivait dans la zone de DRS la personne en avant de lui. Je me souviens plus trop c'est qui. Mais, tu sais, il l'a suivi vraiment longtemps. Là. Puis, tu sais, il y a pas... il y avait quelqu'un en arrière de lui aussi dans sa zone de DRS. Puis, tu sais, il défendait bien. Je pense que c'est Gasly qui était en arrière de lui. Je sais pas trop. C'était Guan Yu Zhou qui était en arrière de lui, il me semble. Bref, mais tu sais, je me souviens que Zhou a essayé de faire une coupe de dépassement. Puis là, tu voyais, Nick De Vries plaçait bien sa voiture. Oui, il a placé exactement il fermait les portes. Puis il repartait, conservait même sa distance avec le char en avant. Fait qu'il conservait son DRS. Oui. Je pense qu'il l'a perdu une fois, mais il l'a repris pas longtemps après. Puis non, honnêtement, c'était plus intéressant de le voir lui courser que pratiquement le restant de la grid. Oui, effectivement, parce que c'était super impressionnant. Puis tu sais, c'était nouveau. Puis selon moi, ça fait plusieurs années qu'il mérite une place en F1. Mais en fait, selon moi, tous les champions de F2, ou en tout cas la grande majorité, devraient avoir une place en F1. Oui, ils devraient. Là, après ça, il y a tous les sponsorships qui amènent qui viennent rentrer en ligne de compte. Là. Ça reste une business d'argent. Là. Exactement. Ils sont pas là pour perdre de l'argent puis pour juste faire c'est ça. Fait que c'est sûr que ceux qui amènent plus de sponsors, même s'ils sont pas champions, ils ont fini genre 2, 3e, des fois ils passent avant. Donc justement, un peu pour son futur, qu'est-ce que tu vois en lui? Tu veux dire dans sa carrière en Formule 1? Parce que là, je pense qu'on peut établir... Dans sa carrière en Formule 1, oui. Ouais, je pense qu'on peut établir avec confiance qu'il va intégrer la F1 l'année prochaine, là, définitivement. Là. Racing debut, faire des points dans un char que tu connais pas, que tu t'es fait apprendre que tu coursais le samedi matin, qui est assez short notice là, pour se préparer, mettons, pour un Grand Prix. Là. Au moins, je pense que ce qui l'a aidé quand même, c'est qu'il a fait... Oui, il a fait une practice avec Williams, je pense, mais il a aussi fait une practice avec Aston Martin. Fait que dans sa tête, avant, mettons la semaine avant, il savait qu'il allait embarquer dans une Formule 1. Fait que j'imagine qu'il y a des préparatifs qu'il a pu comme faire. Là. Mais bref, c'est tellement impressionnant que dans un racing debut, déjà, il fasse des points. Puis, tu sais, s'il est habitué au char, moi, je le vois, dépendamment de l'écurie avec qui il va signer, c'est sûr. Là. S'il signe avec Williams, ça se peut que... je le vois faire des points quand même régulièrement. Je dis pas qu'il va finir 5-6e ou comme dans le top du peloton, mais je pense que c'est une trentaine de points dans sa saison l'année prochaine, c'est réalisable. Puis c'est bon là, pour un pilote qui serait avec Williams. C'est super bon. C'est vraiment bon. C'est sûr que si dans une plus plus grande team, là, style parce qu'à Alpine, il leur reste un siège encore, là, c'est pas confirmé. Là. Effectivement, Alpine, il reste un siège. C'est sûr que chez Gasly va peut-être le prendre, mais peut-être ça va brouiller les cartes maintenant après ce Grand Prix-là. Peut-être qu'Alpine vont faire comment? On va éviter de
mettre deux drivers qui se détestent ensemble, puis on va prendre la jeune recrue. Mais la jeune recrue, justement, ouais. il est là le petit hic, comme on veut dire. Hein. C'est sûr qu'il n'y a pas d'expérience. Ça peut mal virer. Est-ce que tu sais il y a quel âge? Non, je sais pas à quel âge, mais je pense que j'y donnerais un genre 19-20. Il y a 27 ans. Il y a 27 ans? Il y a 27 ans. Aïe, il a l'air jeune. Il a l'air extrêmement jeune, mais il y a 27 ans. Ben voyons donc. C'est une des raisons, selon moi, que pourquoi il n'est pas en Formule 1 présentement. À cause de son âge. Il y a 27 ans, il est super bon, mais si tu rentres dans une écurie comme Williams, qui est plus une écurie pour en attendre des grandes équipes, il te reste plus grand temps. C'est qu'il faut que tu performes, puis est-ce qu'ils vont prendre ce risque-là directement avec lui, ou ils vont aller chercher quelqu'un de justement à 19-20 ans qui a peut-être un petit peu moins de potentiel, mais qui va pouvoir se développer plus, puis peut-être avoir une meilleure carrière en général que lui. Tu sais, je dis pas que c'est pas possible c'est vrai. que Nick DeVries fasse super bon. En fait, je suis sûr qu'il serait super bon et qu'il mérite vraiment sa place. Mais est-ce qu'une écurie va prendre ce risque-là avec le peu de temps que son espérance de carrière, j'allais dire espérance de vie, mais je pense pas qu'il va mourir. Ouais, non, Ben, tu sais, la longueur de sa carrière va être plus courte que quelqu'un qui rentre à 20 ans, c'est sûr. Là. Mais moi, j'étais convaincu qu'il était jeune. Là. Il a l'air vraiment jeune. Il a l'air jeune, mais il faisait quoi, ça veut dire, avant? Ça fait-tu longtemps qu'il course, mettons, en Formule 2? Il a-tu juste commencé à courser un peu sur le tard? Fait que, tu sais, il veut pas gravir les échelons, ça y a pris du temps? Ou comme, tu sais, là, je sais pas, là, j'ai pas de réponse à ces questions-là. Mais comme, tu sais, dans tous les cas, ça reste impressionnant. Mais c'est vrai que ça peut refroidir une coupe d'équipe. Considérant que, tu sais, il veut pas à 27 ans. Je sais que Verstappen, il parlait que vers les 28, il aimerait ça prendre sa retraite. Mais Verstappen, il est un peu différent. Là. Non, je sais qu'il est différent, mais tu sais, clairement, il y a d'autres pilotes qui partagent aussi un peu son point de vue. Là, mais mettons, vers 28 ans, il pensait prendre sa retraite, faire autre chose que courser. C'est sûr qu'après ça, tu vois des gens comme Alonso qui coursent jusqu'à fucking 40 ans. Là. Puis encore Vettel. Hamilton aussi, là, qui est genre à 37-38. Là. Hamilton, il a 37 ans, il me semble. Vettel, je pense qu'il a 34 ou 35. Puis Ricciardo, je pense qu'il a 33 encore, 34. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ça pourrait faire... Il pourrait faire une carrière un peu dans le même style que Ricciardo. Ouais, ça, il par est rentré contre... pas mal dans les mêmes âges. Ouais, mais c'est ça. Mais est-ce que justement les équipes, ça va je pense que ça leur fait peur un peu. Ben oui, parce que Ricciardo, tu sais, oui, il a bien commencé ses années avec Red Bull, il a quand même eu beaucoup de victoires. Il performait, là, mais tu sais, depuis, est-ce qu'il a attrapé un peu son déclin avec l'âge? Est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est le véhicule? C'est ça qu'on n'aura jamais de réponse. C'est ça. Fait que tu sais, je sais pas, c'est un pensée, c'est bien. Mais en même temps, je pense qu'il nous a quand même prouvé un point en fin de semaine. Là. Il a prouvé son talent, là, ça c'est sûr. Tu sais, je pense que pour une équipe qui leur manque un driver, qui cherche quelqu'un qui pourrait peut-être être une surprise, puis aussi il y a l'aspect monétaire. Là, le contrat de Nick DeVries va probablement être moins cher que le contrat d'un autre driver. Fait que pour une équipe qui est peut-être plus limitée, ça peut être une belle option de faire comme on prend un guess. On va investir un peu dans ce jeune pilote-là. Ça va nous coûter moins cher peut-être qu'un pilote plus expérimenté. Mais ça se peut que oui, il y a une saison moyenne, mais ça se peut aussi que soudainement ça soit une révélation. Puis qu'ils produisent des points, mettons beaucoup de points pour l'équipe dans laquelle il va être. Là. Je suis vraiment d'accord. J'ai l'impression que ce serait une révélation, mais en même temps, on peut pas vraiment savoir, puis ça va être aux équipes de prendre un risque. Ouais. Puis parlant de révélation, Leclerc a fini deuxième. Ouais. À Monza. Il est parti premier. Verstappen est parti combienième déjà? 6e? 7e? 7e. Verstappen il est parti 7e. Ouais. Il est parti 7e parce qu'il s'est qualifié deuxième. Ouais. Leclerc, honnêtement, moi je pensais qu'il allait gagner la course. Son pace d'inqualification et d'impratique était assez bon. Encore une fois, c'est un pace qui est juste calculé sur un tour, fait qu'on peut pas vraiment se fier. Il y a plusieurs choses qui se sont passées dans la course. Sa stratégie de pit tôt à la première Virtual Safety Car, que la Virtual Safety Car a comme arrêté pendant qu'il était encore dans les pits, fait qu'il n'y a pas eu vraiment tout le bonus. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'était la bonne stratégie à faire? Ouais, moi je me souviens quand j'écoutais la course, j'étais un peu sceptique. J'étais comme il me semble que c'est tôt parce que il est parti sur les mous, Leclerc, puis c'est quoi, le Virtual Safety Car, il était comme tour, quoi, 16, 15, 16 peut-être, dans ces alentours-là. Là. Puis, 12-13, me semble? Ouais, peut-être.
Puis tu sais, je sais que la durée de vie des mous était entre genre 20 et 25, là. Tu sais, ça leur permettait à ce moment-là, si tu pits entre 20 et 25, de faire ton one pit race, là. Fait que ils mettaient, mettons, des médiums, puis ils pouvaient toffer jusqu'à la fin de la course. Puis là, il est allé pit, puis tu sais, ils ont mis des médiums. S'ils avaient mis des durs, j'aurais peut-être pu comprendre qu'ils veulent sauver le temps, tu sais, du pit stop, mettons, pour mettre des durs. Mais encore là, il aurait peut-être perdu du temps à longue sur des durs, je sais pas. Mais j'étais sceptique. J'étais comme, c'est un... Je sais pas, je trouvais que c'était un drôle de move. Puis... Mais en même temps, j'étais comme, c'est Ferrari, fait que je me dis qu'ils... Je sais pas trop, ils doivent essayer quelque chose, là. Ils sont fait un peu blaster ses stratégies. Fait que là, ils se sont dit, on a un safety car, un virtual safety car, on va essayer de profiter de cette occasion-là. Mais je pense que le timing du virtual safety car était juste moyen, là. Il était trop tôt, je pense. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, je pense que peu importe ce que Leclerc faisait, même s'il restait en piste avec ses mous de départ, puis qu'il allait pit, mettons, je sais pas, entre le tour 20-25, je pense pas que ça aurait changé vraiment l'issue de la course. Honnêtement, le Verstappen était tellement rapide que, tu sais, je suis pas convaincu. Il était rapide, mais pas tant que ça comparé à Leclerc. Parce qu'à la fin, il y avait 20 secondes de différence, mais Leclerc avait un pit de plus. Fait que Ouais, c'est vrai. à la fin de C'était la un pit course, sous safety car. Par contre. Ouais, c'était le. sûr? Mais ouais, il est allé pit sur. Il est allé pit. Ah non, il Non, est peut-être c'était allé avant pit ça. avant. Ça veut dire qu'il y avait 2 pits de plus parce qu'il retournait pit sur Mais il le y avait safety car de ouais, mais Ricciardo. Verstappen aussi. Ah ouais. Sauf que c'est ça. Fait que si t'enlèves ce pit-là, tu descends de 20 secondes, il aurait pu y avoir des batailles entre les deux. Ouais, Je c'est vrai. pense que ça serait vraiment valu. Puis j'ai l'impression qu'il a perdu du temps aussi parce qu'il économisait beaucoup ses médiums. Ouais. Ah oui, t'as pas le choix parce qu'à l'épite tour 13-15, Je pense tu qu'il y a un rentres jusqu'à moyen qu'il 53. gagne la course. Ouais, je pense que oui. Je pense que ça, on le voyait sur le podium, que Leclerc le savait qu'il aurait pu gagner cette course-là. Ouais. En plus, la course, la home race de Ferrari, ça aurait été assez incroyable qu'il gagne ça. Là. Non, c'est vrai. Vu de même, Leclerc aurait peut-être eu des chances. Mais ouais, en vue de même. Mais au moins, ce que je me dis, c'est que c'est moins une erreur de stratégie flagrante de la part de Ferrari. Là. Ouais, parce que c'était un gamble qui se valait. Ouais, ça aurait pu payer. Ça aurait vraiment pu payer. Vraiment. C'était bizarre quand même. Ben, pas bizarre, mais tu sais, c'était. Surprenant. Surprenant, ouais, c'est ça. C'est le bon mot. Mais ça reste que ça aurait pu payer quand même. Mais je sais pas. Bon, au moins, je suis un peu satisfait qu'il n'y ait pas scrappé en termes de stratégie Ferrari leur home race. Là. Rester devant leurs propres fans, après ça, ils merdent dans quelque chose, je sais pas trop. Sainz a bien paru, en tout cas. Sainz a donné un méchant show. Sainz et Hamilton, là, Ouais. ils ont super bien coursé. Ouais. Ils sont partis les deux de complètement derrière, Sainz 18e, Hamilton 19e. Ouais. Ça a super bien été. Les deux ont super bien coursé. Pas eu vraiment d'accrochage. En fait, ils n'ont pas eu d'accrochage. Non, il n'y a pas eu d'accrochage. Il n'y a pas eu d'accrochage, ce Grand Prix-là, tout court. Personne oui, au s'est début, il y en a eu un petit peu. Ah ouais. Ouais, mais pas des graves. Ça a pas eu. C'est ça, pas grave. C'est ça. Ils ont super bien remonté. Les deux ont très bien fini. Des belles courses. Bonne stratégie, bon pit. Vraiment, là, ils m'ont surpris. Ça a été super, ça. Ouais. J'ai eu un peu peur. Tu sais, Sainz a vraiment bien parti le premier tour. Il s'est déjà mis à shifter du monde. Là. Comparé à Hamilton, ça y a pris quelques tours. Là, il est resté pogné. Ouais, Hamilton, il restait comme 2-3... Ben, je pense 2 tours. Là, il restait comme en 19e place. Là. Puis pendant un petit moment, j'étais comme, tu sais, il va-tu avoir de la misère? Tu sais, des fois, quand t'es pris comme dans une filée sans DRS ou dans un DRS train, tu sais, c'est déjà arrivé cette année que Hamilton a de la misère à dépasser. Ouais, à ce temps-là, parce que la Mercedes a un peu de misère avec le straight line speed, ce qui est la force de Ferrari. Là. Fait que Sainz, lui, il n'y avait aucun problème à passer. Mais une fois qu'il s'est mis à dépasser, ça a super bien été après ça. Là. C'est pour un finish 4-5. Là. Ouais, effectivement. Ils ont super bien coursé. Puis si Nick DeVries n'avait pas été là, ça aurait été un des deux, selon moi, le driver of the day. Ouais, je pense que ça aurait été Sainz, vu que c'était son home Grand Prix. Là. Sûrement. Et Hamilton est rarement driver of the day. Là. Les gens, ils votent pas tant pour lui. Mais. Sinon, à la fin de la course, safety car. Ouais, Ricciardo. Pauvre Ricciardo. Ah, c'est triste. Ah, as-tu vu le. Chaque personne qui gagne le Grand Prix l'année suivante. DNF. DNF, ouais. Ah, ok. Ah, t'as vu la stat. Ouais, c'est assez incroyable. C'est pour ça que Leclerc a fait par exprès pour ne pas gagner, parce que l'année prochaine, il veut le gagner. C'est ça, exact. Il voulait pas DNF l'année prochaine. Il se gardait en réserve. Non, il le savait. Safety car en fin de course comme ça,
Il restait, il me semble, 7 tours. Le véhicule était extrêmement mal placé. Il était encore sur la piste, puis la piste était vraiment pas large. C'est dans l'herbe, là. Sur le Moitié side, dans là. l'herbe, Ouais. moitié sur la piste. Je comprends. Tu sais, on voit que ça a fait un petit peu polémique encore. Là. Ah, pourquoi qu'ils font pas red flag? Pourquoi ça a été vraiment bizarre quand ils ont laissé repasser les véhicules puis tout. Selon moi, ils devraient changer les règles, avoir une nouvelle règle pour justement pas que ça fasse comme Abu Dhabi 2021. Que s'il reste moins de 10 tours à la course, ou par exemple 7 ou 8 tours, c'est un red flag automatique dès que tu veux mettre le safety car sur la piste. Ouais, ça réglerait beaucoup de polémiques. Sûr que Je pense que oui. les gens. Puis tu sais, ça permettrait la fin de la course en course, là. Pas sous le safety car, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, les fans seraient contents. Puis en même temps, ça enlèverait tout l'aspect style influence sur le gagnant que comme le race director ou la FIA pourrait avoir, tu sais, comme l'année passée à Abu Dhabi, justement. Là. Ouais. Ben là, on sait maintenant avec le rapport de l'enquête puis tout que c'était une erreur humaine, mais tu sais, ça enlèverait tout un peu cette je sais pas trop comment le formuler, là. Cette variabilité ouais, c'est ça, exact. Qui est pas prévisible, puis qui reflète pas le talent ni la course d'un ou d'un autre pilote. C'est très dépendamment, tu te trouves où, c'est quoi le hasard un peu de la chose. Là. Partie de chance un peu. C'est ça, si t'es dans la position qui est avantagée, c'est sûr que tu vas être content comme présent. L'année passée, ben là, ça tombe que c'est Red Bull qui est avantagé les 2 fois, là, mais à Abu Dhabi, Red Bull a été avantagé parce que Verstappen a pu aller pit mettre des nouveaux pneus quand Hamilton avait des vieux pneus de genre 40 tours. Fait que c'est sûr qu'il l'a shifté. Puis là, après ça, il y a la polémique aussi des lap cars. Mais bon, on rentrera peut-être pas là-dedans, là, mais cette année, c'est encore Red Bull qui était avantagé parce que là, ça finit sous safety car, mais c'est Verstappen qui menait. Mais je pense qu'il aurait gagné quand même. Probablement qu'il aurait gagné pareil, mais ça reste que c'est beaucoup plus facile pour Verstappen de finir sous safety car. Là, il a juste gagné automatiquement. Là, ouais, exactement. C'est sûr que oui. C'est pour ça que je pense que le red flag serait la meilleure option. Un red flag, que à la limite, tu empêches le monde de pouvoir changer leur pneu, de faire toutes les modifications possibles. Tu fais juste rentrer les chars, tes parcs là, sur les mêmes pneus qu'ils ont déjà. Mm-hmm. Après ça, tu fais un tour. C'est un rolling start, donc les véhicules, ils roulent, puis ils repartent comme une fin de safety car. C'est juste que ça garde les tours pour le reste de la course. Ça fait au moins une fin en spectacle. Puis, surtout, ça enlève tous les dangers de sécurité parce que là, comme on a pu voir, il y avait une grue sur la piste, il y avait le char, puis il y avait 3 ou 4 marshals qui travaillaient dessus. Puis les chars, les F1 passaient à quelques mètres ou quelques pieds. Ah ouais, ça c'était impressionnant. La grue, c'était super dangereux. Ouais. Tu sais, pour pas trop s'attarder là-dessus, mais Jules Bianchi, en 2014, c'est exactement comme ça qu'il a eu son accident. Il est rentré dans le safety car. Fait que pourquoi recommencer ça quand que, en plus ça brise le spectacle, en plus ça vient créer des situations qui sont vraiment pas le fun, il y a un peu des injustices pour certaines équipes à débattre, mais fait que la solution serait possiblement de juste il reste en bas de 7-8 tours, on red flag, puis là de pouvoir changer les pneus, réparer des ailerons, quoi que ce soit, ça reste à discuter, mais je pense que ce serait la solution pour le futur. Non, je suis d'accord, c'est vrai qu'un red flag ça réglerait quand même pas mal de problèmes. D'un, ça laisserait le temps au Marshall de bien sortir le char puis tout. Là. Hey, là, on les a vus rusher là, en plus. Là. On les regardait puis essayaient de pousser le char, mais vu qu'il était à moitié dans l'herbe, moitié sur la piste, il était pas capable. Là, il a fallu qu'il amène la grue. Il recule, là, amène la grue, met la grue sur la piste, après ça tire le char. Ils n'ont pas pu le reculer. Ils n'ont pas pu le reculer parce qu'il était bloqué dans une vitesse. Ouais, c'est sûr qu'il est embrayé. À ce moment-là, c'est un peu tough. C'est pour ça que ça marchait pas. Ouais, true that. Puis là, en fait, tous ces événements-là, ça a ramené que Ferrari était pas super content. Mattia Binotto a fait des commentaires comme quoi qu'il trouvait que c'était injuste. Je me souviens plus exactement pourquoi. Mais je vois pas nécessairement d'injustice. Je peux comprendre qu'il soit frustré de la façon que ça s'est déroulé. Mais la FIA a suivi exactement ce qui est écrit dans le livre des règles. Ça, c'est vrai. Ils n'ont rien à se reprocher. Même, la seule chose qu'ils ont à se reprocher, c'est peut-être d'avoir coupé un peu le spectacle, mais c'est pas à eux autres d'assurer un spectacle. Non, eux autres, ils assurent la sécurité. Exactement. Ils assurent la reprise de la course, justement, en sécurité, puis selon les règles et tout. Mais j'étais content de voir, justement, que, après la polémique de l'année passée, la FIA allait comme se tenir strictement aux règles qui étaient écrites, puis que c'est pas une interprétation un peu, mettons, floue, là. C'est rassurant à voir, puis je pense qu'il devrait continuer comme ça. Là.
Ouais. Non, ça, je suis d'accord. Vraiment d'accord. Pour finir, la course, ça a été en général ça. Je pense pas qu'on a manqué de points ni rien. Non, je pense pas qu'on a manqué Les de points les plus marquants, c'était ça. Ouais, il y a un bout que j'ai trouvé impressionnant. C'est juste un fun fact un peu. Là. Mais tu sais, Schumacher a dépassé Latifi dans le premier virage. Oui. Puis il y a comme, c'était semi un dive bomb, là. Pas tant un dive bomb, là, mais mettons, il y a break late à l'intérieur, puis il y a lock up une de ses roues. Oui. Quand j'ai vu qu'il y avait lock up une de ses roues, je me suis dit, ah, ça y est, il va, tu sais, il ramasse Latifi ou genre les deux vont wide, là. Je sais pas trop, là. Mais soudainement, il a lock-up légèrement, repris le contrôle, fait le virage d'une façon comme super agressive, mais quand même smooth. Oui. Puis soudainement, il est parti. Bon, Latifi l'a redépassé après. Mais il l'a quand même dépassé. Mais ça, j'étais comme wow, ça a montré quand même du talent de la part de Schumacher. Un contrôle, en fait, du véhicule, même quand tu lock-up, de ne pas rentrer dans le véhicule avant toi. Exactement. Et de quand même le dépasser. Et de faire le dépassement, exact. En même temps, c'était Latifi. Ouais, en même temps, c'était Latifi. Ça, c'est vrai que je te le donne. Puis c'était une Williams aussi. On sait que la Haas est un peu plus rapide. Non, les Williams ont quand même une bonne vitesse en ligne droite. Ça, c'est vrai. À Monza, les Williams avaient l'avantage sur les Haas. Non, c'est vrai. Mais non, juste petit fun fact de la fin, là. Sinon, il y avait Verstappen qui s'est fait bouer dans son... pas bouer, à mais la huer, fin, pendant le podium. Là. Pendant le podium. Ouais. Je trouve pas que ça a sa place. En fait, non, ça n'a pas sa place. Pas du tout. Tu peux l'aimer, tu peux ne pas l'aimer. Ça vaut pas la peine de manquer de respect pour ça. Non, il a quand même fait une belle course, là, c'est pas de sa faute si, il y a du talent. Si la course n'a pas fini. Faut que tu l'acceptes même s'il bat tes chauffeurs préférés. Ouais, exactement. Parlant de Verstappen, le championnat, on peut c'est sûr, maintenant on peut affirmer que Verstappen, il va le gagner. Il devrait pas arriver quelque chose de super incroyable qui va je pense changer le cours du championnat. Prochaine course, c'est Singapour. Et voici les conditions que ça va prendre pour que Verstappen gagne le championnat à Singapour, qui est dans 2 semaines. Je suis excité. Verstappen va gagner le championnat des pilotes en 2022 à Singapour si il score 22 points de plus que Charles Leclerc et s'il score 13 points de plus que Perez et s'il score 6 points de plus que Russell et aussi si Sainz ne score pas 11 points de plus que Verstappen. C'est 4 conditions. Ouais, 4 conditions. Le 22 points de plus que Leclerc. En clair 3 directement, là. Ouais. Plus ou moins, mais... ça dépend, parce que, tu sais, Leclerc, mettons Leclerc DNF, Verstappen gagne, il va avoir 25 points de plus, fait que ça va fonctionner. Mais si Perez finit deuxième, Verstappen n'a pas assez de points. Fait qu'il faudrait que... En fait, si Verstappen gagne la course, Russell ne peut plus gagner le championnat. Si Verstappen gagne la course et que Perez finit deuxième, Perez peut encore le gagner. Leclerc possiblement aussi. Puis Sainz, il est déjà plus vraiment dans la course. Il faudrait qu'il score 11 points de plus que Verstappen pour revenir dans la course du championnat. Ouais, avec ça veut dire qu'il faudrait que Sainz gagne puis que Verstappen finisse comme 3e en descendant. Bon, 4e en descendant. C'est assez surprenant. Ce qui est, bon, tant qu'à moins impossible. Là. Pas impossible, mais mettons, il y a des très, très faibles chances. Là. Mais quand même, moi, je pense pas qu'il va gagner à Singapour parce que je pense pas que Leclerc va pas scorer pas tant de points. Non, il gagnera pas à Singapour, mais ça va se faire dans les prochaines courses. Non, c'est ça. Si c'est pas à Singapour, ça va probablement être l'autre d'après ou quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, c'est qu'on n'aura pas un combat pour le World Title à Abu Dhabi, mettons en décembre. C'est sûr que non. Il n'y aura pas deux chauffeurs avec le même nombre de points à côté de l'autre. Fait que c'est exactement ce qui fait le tour. Wow! Pour une course qui était plate, on a quand même pas mal de trucs à parler. C'est assez impressionnant, hein? Ouais. Je trouve pas ça gênant. Non, pas gênant pantoute. Wow! Pas gênant. Ouais, en tout cas, Drive to Survive vont te faire une de ces épisodes dramatiques sur ce Grand Prix-là. Parce qu'il va y avoir la partie, je le vois déjà, on dirait. Avec partie réjouissance avec Nick De Vries. Genre, F1 debut, score points, puis c'est tout ça, là. Puis il va avoir son bout où il dit je suis plus capable de sentir mes épaules à la fin de l'auto. Juste qu'ils vont comme mettre tout plein d'emphase là-dessus, genre. Ou quoi qu'il se sent vraiment mal, il filait pas bien. C'est ça, exactement. À quel point c'est dur. Il a tout donné. Là, j'enlève rien au pilote, là. Mais tu sais, ils vont vraiment comme emballer un peu ce narratif-là. Puis il va y avoir aussi clairement le relancement du débat d'Abu Dhabi.
Là, il va y C'est avoir sûr comme que- une grosse polémique entourant de ça, puis c'est de la façon qu'ils vont raconter leur histoire. Mais bon, anyway, on verra ça l'année prochaine de toute façon. Là. J'ai déjà hâte que la Mais- saison sorte. Ouais, moi aussi. Ça va être divertissant. Moins divertissant que l'année passée, mais quand même un peu divertissant. Ça dépend comment ils vont virer ça. Mais ils sont bons, là. Des bons Ils sont très réalisateurs. bons. Là. Will Buxton, de la façon qu'il parle, est incroyable. Ah Je suis sûr que ça va donner un chef-d'œuvre comme à chaque année. Ah, c'est clair. Fait que c'est ce qui marque la fin du race review de Grand Prix de Monza 2022. J'espère que vous avez apprécié. Donc, c'était évidemment vos deux animateurs, Anthony et Olivier. Puis, si jamais vous avez des suggestions, commentaires, insultes, laissez-les soit en commentaire ou écrivez-nous sur notre page Facebook. La page Facebook est super active. Venez participer. On a créé un groupe Facebook qui est séparé de la page qui s'appelle aussi F1Pod. C'est une fois F1Pod partout. Facile de nous retrouver. Laissez vos commentaires. Vous pouvez faire des publications. Participer. On va vous poser des questions. On va sûrement aussi vous demander ce que vous voulez entendre dans les prochains podcasts. Fait que d'ici là, suivez-nous partout. Simple comme ça. Exactement. Fait qu'on se revoit pour le prochain podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao.